Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. Sud Radio, c'est à la une. François Bayrou qui marche sur des œufs. Le Premier ministre tente de se justifier après avoir dénoncé le confort des boomers, la génération du baby-boom qu'il accuse d'avoir creusé la dette. Hier, il a soutenu qu'il ne voulait pas cibler les retraités tout en les appelant à être en première ligne pour protéger les plus jeunes. Bonjour Nicolas Marquez. Bonjour Benjamin. Économiste, directeur général de l'Institut économique Molinari. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio parce qu'on a besoin de comprendre. La sortie de François Bayrou, elle fait énormément réagir. Elle pose une question, celle de savoir si la génération née dans l'après-guerre est véritablement une génération de nantis. Est-ce que c'est une génération dorée? Est-ce que les boomers sont des privilégiés, Nicolas Marquez? Alors quand on regarde les chiffres, c'est pas ce qu'on voit en fait. Le retraité moyen, il a 29 400 € de pouvoir d'achat par an, par personne. C'est exactement la même chose que le français moyen. Le français moyen, quand on prend les enfants, les moins jeunes, ceux qui commencent à rentrer sur le marché du travail et les retraités, il a 29 600 € de pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat du boomer, du retraité moyen, il est 1% inférieur à celui du français moyen. Donc, quand Bayrou dit ce sont des nantis, il n'a pas regardé le chiffre. Il n'utilise pas ce terme-là, c'est moi qui l'utilise effectivement, mais d'une certaine manière, il parle de privilèges quand il parle du confort des boomers. Clairement, on est dans ce registre-là. Oui, on est dans ce registre-là, mais le retraité moyen, il touche, ou plutôt il a un pouvoir d'achat qui est 11% inférieur à l'actif moyen. Donc si on dit que, ou laisse entendre que les retraités sont des nantis, à ce moment-là, les actifs sont des nantis. Pour avoir l'impression que les retraités sont des nantis, il faut les comparer par rapport aux chômeurs. Le retraité moyen, il a un pouvoir d'achat de 34% supérieur à celui du chômeur moyen. Mais on sait tous que le chômeur n'est pas un nanti. Donc agiter les retraités seraient des privilégiés, des nantis, c'est quelque chose qui n'est pas vrai économiquement parlant, et ça nous écarte des vrais enjeux. Le seul reproche qu'on puisse faire aux boomers, c'est que politiquement parlant, ils n'ont pas créé le consensus pour faire évoluer le financement des retraites. En France, les retraites, elles sont financées à 95% en répartition. Et la répartition, vous savez, c'est on prend des cotisations aux uns pour les redistribuer tout de suite. On ne place rien, donc ça crée moins de richesse. Et comme les boomers ont fait moins d'enfants que leurs aînés, on aurait dû faire évoluer ce mode de financement, parce que si vous avez une natalité qui baisse et si vous n'avez pas de somme placée pour faire de belles retraites, vous allez mécaniquement avoir des difficultés à financer les retraites. Et ça, c'était très bien vu. En 1945, le législateur, quand il généralise la répartition, il dit attention, ça sera coûteux, on aura des problèmes, parce que tout ça dépend de la natalité, et elle sera pas forcément au rendez-vous. Et si on a des retraites trop généreuses, ça fera peser un poids économique trop élevé sur les actifs. Donc la vraie erreur des boomers, c'est pas d'être des nantis, c'est qu'ils ont eu moins d'enfants, et que politiquement parlant, dans les années 70, 80, 90, on aurait dû faire évoluer plus rapidement le financement de nos retraites pour ajouter plus de capitalisation. Ça, on l'a pas fait. Alors, on parle du pouvoir d'achat, vous parlez des retraites aussi, puisque effectivement, c'est un des enjeux, une des questions qui revient le plus quand on parle de ce sujet-là. Il y a aussi d'autres critères. Il y a l'accès à la propriété, il y a l'accès à l'emploi. Peut-être qu'on peut parler de ça aussi. Oui, c'est vrai que parmi les boomers, certains s'en sortent mieux parce qu'ils ont accédé à la propriété. Parmi les boomers, certains s'en sortent mieux parce qu'ils ont constitué une épargne qui permet de compléter leur retraite. Parce que quand on regarde le pouvoir d'achat du boomer, la retraite telle qu'elle est versée par le régime général, la CNAV et puis les régimes complémentaires, c'est un élément important, mais pour avoir un bon pouvoir d'achat, il faut le compléter par un patrimoine. Donc le vrai sujet, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on fait pour que tous et plus facilement la possibilité de se constituer un patrimoine. Il y a notamment la résidence principale qui est quelque chose de clé, et on est dans un pays où tout ce qui est foncier est très bridé, tout ce qui est réglementation sur la construction est très coûteux, et donc on a des coûts d'acquisition très élevés, et donc ça il faudrait libéraliser pour faire en sorte que les plus jeunes aient la possibilité de devenir propriétaires plus facilement, et surtout
il faudrait généraliser de l'épargne retraite pour tous. C'est déjà le cas dans la fonction publique. Tous les fonctionnaires cotisent de façon obligatoire à un gros fonds de pension qui s'appelle l'établissement de retraite additionnelle à la fonction publique, avec une 50aine de milliards placés, qui font des petits, qui rapportent des dividendes, des plus-values, qui sont partagés entre tous les fonctionnaires. Il faudrait faire exactement la même chose dans le secteur privé. Et c'est ça les vrais enjeux. Lorsque François Bayrou dit les boomers sont des nantis, il commet une erreur économique, au-delà de l'erreur politique, parce que les boomers électoralement, ça pèse un poids très significatif. Ce sont eux qui votent majoritairement. Et oui, ce sont eux qui votent. Et ils se détournent. C'est pour ça, c'est surprenant, parce qu'il détourne des vrais problèmes. Il a rien à gagner, au contraire, il a tout à perdre ici. Oui, il a tout à perdre. Et vous voyez, le sujet, c'est pas les avantages dont bénéficieraient les boomers. Le vrai sujet, c'est que pour avoir des retraites généreuses au XXIe siècle, avec une natalité qui baisse, eh bien, il faut avoir des capitaux. Parce que s'il y a moins de personnes pour travailler et pour apporter de la recette pour les retraites, il faut faire travailler de l'argent. Et Bayrou, dans son logiciel, il devrait pouvoir dire ça. Il devrait pouvoir tracer, il aurait pu tracer des voies positives, il aurait pu dire, voilà, il faut généraliser la capitalisation collective, on l'a fait pour les fonctionnaires, c'est François Fillon qui l'a fait en 2003 en créant ce gros fonds de pension, les RAF, dont je vous parlais, qui est une réussite, hein, tous les partenaires sociaux le co-gèrent, les performances sont très bonnes. Pourquoi on ne fait pas la même chose pour les salariés du privé ? C'est un enjeu. Il y a des endroits... Je l'entends, Nicolas Marquez. Je voudrais vous poser quand même une dernière question, puisque là, on a bien compris effectivement les réponses que vous proposez pour faire face à cela. Il y a aussi autre chose que dit François Bayrou. Et il dit les jeunes sont réduits en esclavage. Hein. C'est l'expression qu'il utilise pour rembourser la dette décidée par les générations précédentes. Là aussi, c'est un point important. Si on le suit, ce seraient les boomers qui auraient creusé la dette. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que ce sont eux spécifiquement qui ont brûlé la caisse ? C'est l'attentisme des pouvoirs politiques. Et c'est l'incapacité collective à créer un consensus. À partir de la fin des années 70, vous avez toute une série de magnifiques rapports publics qui vous disent la France vieillit, c'est un gros problème, ça va faire dériver nos finances publiques. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Nos finances publiques, elles n'ont plus été équilibrées depuis 1974. 1974, c'est la fin du baby-boom. C'est pas un hasard. C'est-à-dire que on avait un mode de financement de l'État et des administrations qui était bon quand la natalité était importante, parce que plus de natalité, 20 ans après, ça vous fait plus d'actifs et donc plus de rentrées fiscales. Le vrai sujet, c'est que ça a changé et qu'on n'a pas fait évoluer. Et d'ailleurs, vous voyez le débat actuel, on raisonne toujours, il faut plus de fiscalité pour financer des services collectifs. Il y a toute une série de pays où il y a des recettes non fiscales. Vous allez dans les pays du Nord, il y a des grands fonds souverains. Vous allez à Singapour, il n'y a pas de pétrole, mais il y a des fonds souverains. Et même en France, regardez, il y avait des administrations qui financent des dépenses de façon très maligne. La Banque de France, comment elle finance ses retraites pour éviter que ses comptes soient dans le rouge ? Ils ont un grand fonds de capitalisation, ils ont placé des capitaux et les retraites sont pas un sujet. Parce que quand vous êtes une administration, quand vous êtes un pays qui pense le temps long et qui s'adapte, vous surmontez les crises. Le vrai problème, c'est qu'on a procrastiné en France et qu'on a retardé la généralisation de la capitalisation pour financer les retraites. Et ça, c'est délétère. Vous allez aux Pays-Bas, il n'y a aucun problème à financer les retraites. Vous allez en Suisse, il n'y a aucun problème à financer les retraites. Si on était un pays moyen comme nos voisins, on aurait 100 milliards d'euros par an en plus pour financer les retraites liées aux intérêts. Sans faire appel aux impôts. Merci à vous, Nicolas Marquez. Je suis obligé de vous couper, effectivement, parce que le temps passe vite. Je rappelle, vous êtes économiste, directeur général de l'Institut économique Molinari. Merci pour ces explications. On fait un point très rapide sur la question du jour, puisque ça concerne le sujet qu'on vient d'évoquer. Les retraités sont-ils les privilégiés ? Que répondent nos auditeurs, Laurie ? Eh bien, non à 80%, oui à 17%.